Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire en français, comment devenir délégué à la protection des données, DPO, retour d'expérience. Je m'appelle Xavier Strubel, je suis professeur de droit du numérique, fondateur et directeur du master spécialisé Data Protection Management à l'Institut Mines-Télécom Business School. Alors, pour traiter de ce sujet, de ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux anciens participants du programme que vous allez découvrir à l'écran, donc Jean-Robert Lopez, qui est fondateur associé du cabinet Vauban Consult, diplômé de la première promotion du master en 2019, et une diplômée de 2021, Marie Delhomme Carpentras, qui travaille aujourd'hui comme juriste protection des données au groupe M6. Bonsoir Jean-Robert, bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Robert et Marie vont partager ce soir avec vous leur expérience. Ils vont vous expliquer pourquoi ils ont souhaité suivre ce master spécialisé et ils répondront, ou en tout cas ils essaieront, comme moi, de répondre à vos questions que nous souhaitons nombreuses ce soir autour des métiers de la protection de données et évidemment celui de délégué à la protection des données. Alors, je vais commencer par vous expliquer les raisons du lancement du Master Data Protection Management en février 2018, puis je présenterai rapidement cette formation. Nous vous invitons pendant toute la durée de ce webinaire à nous poser les questions qui vous passent par la tête. N'hésitez pas, vous avez un forum, un chat à votre disposition. Nous nous efforcerons d'y répondre dans la deuxième partie de cette réunion. Pourquoi avoir créé une formation supérieure en management de la protection des données? La création de ce diplôme est directement liée à l'entrée en vigueur du règlement général de l'Union européenne, RGPD, donc le 25 mai 2018. Parmi les nombreux changements que le RGPD induit, il en est un fondamental parce qu'il concerne de nombreuses organisations, des entreprises, mais pas que des entreprises, qui doivent, depuis 2018, désigner, dans certains cas obligatoires, un délégué à la protection des données, un DPO. Ce délégué à la protection des données sera chargé d'organiser, de piloter, pour reprendre l'expression de la Commission nationale informatique et liberté, et surtout de mettre en œuvre la politique de conformité de son entreprise aux droits des données personnelles. Alors, je tiens ici à rappeler, encore une fois, pas pour effrayer ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, mais pour que vous ayez bien conscience, c'est que la non-conformité au RGPD, ça peut coûter cher. Ça peut coûter, par exemple, de 2 à 4% de son chiffre d'affaires mondial à une entreprise. Et il ne faut pas croire que les sanctions de la Commission nationale informatique et liberté vont frapper uniquement les grandes organisations. Les Google, les Amazon, les Facebook ont été condamnés, bien sûr, et encore récemment. Mais justement, récemment, le 15 septembre 2021, la Commission nationale informatique et liberté a condamné une petite société gérant un annuaire professionnel en ligne à une amende de 3 000 € pour non-respect du RGPD et non-coopération avec la CNIL. Alors j'en arrive à la question centrale qui est l'objet de ce webinaire. Comment devient-on délégué à la protection des données, DPO? Le RGPD, il faut bien le reconnaître, est pas très loquace sur la question, il est même plutôt laconique sur le sujet. Une certitude que je partage avec vous, c'est qu'on ne peut pas s'improviser DPO aujourd'hui, compte tenu des risques que cela ferait peser à son organisation, risques que j'ai signalés notamment en termes de sanctions. Alors pour exercer ce métier, il ne suffit pas de faire quelques jours de formation ou d'auto-formation. Par exemple, avoir suivi un excellent cours en ligne, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Par ailleurs, même si certains employeurs le demandent, il ne suffit pas non plus, c'est ma conviction profonde, d'être certifié DPO après avoir suivi 35 heures de préparation à cet examen. Je pense fermement, dans mon intime conviction que pour devenir DPO, il faut privilégier plutôt une formation longue, une formation de 12 mois par exemple. Et cette conviction, elle est partagée par l'Association française des correspondants à la protection des données, la FCDP. C'est ainsi pour répondre aux besoins du marché du travail et des entreprises qu'a été lancé le Master spécialisé Data Protection Management en 2018. Qu'est-ce qui singularise ce Master? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer à présent. Cette formation, donc ce master spécialisé, permet, croyons-nous, de répondre aux grands enjeux auxquels les entreprises sont confrontées en matière de gestion de la protection des données. Alors justement, quels sont ces enjeux?
Pour les organisations, les entreprises notamment, les défis, les enjeux sont clairs, se mettre et surtout rester en conformité, non seulement avec le RGPD, mais plus généralement avec le droit des données personnelles. Alors, avec humour, Paul-Olivier Gibert, le président de l'AFCDP, la pratique de la cabale est bonne préparation de la lecture du RGPD. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler ici que le RGPD, c'est un texte juridique volumineux, il fait 88 pages. C'est un texte qui définit des règles et des notions juridiques complexes, difficiles à maîtriser ou à apprivoiser. Citons quelques notions, le privacy by design, le profilage, comment peut-on anonymiser des données, qu'est-ce que la comptabilité. Vous voyez, ces notions sont des notions qui sont difficiles parfois à mettre en œuvre. Le RGPD comprend 173 considérants, 99 articles, et le RGPD, donc le but de ce texte, il faut le rappeler, c'est de mettre fin à ce qu'on appelle la fragmentation juridique entre les États membres de l'Union européenne. Le but, c'est donc d'éviter les disparités entre les législations nationales en matière de protection des données. Il faut ajouter que le RGPD va être complété, en tout cas c'est ce qu'on nous promet depuis quelques temps, par un autre règlement en matière de protection des données, c'est le règlement qu'on appelle e-privacy. Point important que je signale ce soir, et beaucoup d'entre vous en sont convaincus, le RGPD constitue pour les organisations, les entreprises, un outil de cybersécurité. Cela implique de mettre en œuvre une politique de sécurité du numérique, une politique de sécurité des systèmes d'information qui prenne en compte la protection des données, en particulier personnelles, dès la conception des traitements de ces données. C'est justement ça qu'on appelle le privacy by design. Et une politique qui évite autant que faire se peut les fuites, c'est-à-dire les pertes ou les violations de données personnelles. Alors, le RGPD, même si je mets l'accent ici sur ce texte important, ce texte européen important, ce n'est pas le seul texte, puisqu'en France, la loi informatique et liberté n'a pas disparu, elle a été au contraire adaptée, ordonnée, pour la rendre cohérente avec le RGPD. Le RGPD rend obligatoire la fonction, le métier de déléguer la protection des données. Alors, ce métier, il existait sous une autre forme en France, mais il n'était pas obligatoire. Les entreprises pouvaient désigner des correspondants informatique et liberté. En quoi consiste aujourd'hui le métier de DPO? Exercer la fonction de DPO, ça constitue un métier très valorisant. C'est un métier qui explique beaucoup de responsabilités, puisque les DPO sont fondamentalement des experts de la protection des données, mais aussi des stratèges de la mise en conformité au droit des données, au RGPD en particulier. Les DPO peuvent être soit salariés, donc exercer à l'intérieur d'une organisation, soit exercer cette fonction en externe. Le métier de DPO implique de mettre en œuvre des connaissances et des compétences plurielles en sécurité du numérique, en management, par exemple. Quels sont les objectifs du Master Data Protection Management? Le Master Data Protection Management poursuit deux objectifs. Le premier est de former des DPO stratèges, c'est comment j'aime à les appeler dans ce programme, des DPO stratèges très qualifiés. Alors, des DPO très qualifiés, la CNIL a estimé qu'il en fallait dès 2018 à peu près 80 000 entreprises et organismes devaient se doter d'un DPO. Que constate-t-on à la fin de l'année 2020? On constate que un peu plus de 73 000 organismes ont désigné 25 494 DPO, soit plus 21% par rapport à l'année 2019. On constate aussi, là depuis 2018, que les DPO, parmi les DPO les plus expérimentés, ceux qui sont diplômés ou certifiés, restent, malgré la crise sanitaire, des ressources humaines rares sur le marché du travail. Par exemple, le métier de DPO était en 2020 le métier le plus recherché sur la plateforme LinkedIn. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est une étude de LinkedIn qui a été publiée fin 2020. Cette impression est renforcée par une étude du ministère du Travail réalisée pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, avec la collaboration de la CNIL et de la FCDP, et qui confirme donc que le métier de DPO reste très recherché aujourd'hui sur le marché du travail.
Le deuxième objectif du Master Data Protection Management est de permettre à nos participants, nos étudiants, d'exercer ou d'évoluer, s'ils ont été DPO, vers d'autres postes en matière de management des données. Alors, quel métier? Alors, j'incite quelques-uns sur la diapositive. Expert consultant en cybersécurité ou en protection de données, juriste comme Marie Delhomme-Carpentras. Voilà quelques-uns des débouchés du master aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner une vue d'ensemble de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à les poser dans le forum que vous avez à votre disposition. Le Master Data Protection Management est une formation qui est triplement accréditée. Ça n'est pas anodin de dire ça, c'est un signe important de confiance. Alors ces accréditations, très rapidement, il y en a trois. Deux sont celles de l'école, d'Institut Mines-Télécom Business School. Elles sont internationales. C'est le cas de l'association AACSB et c'est aussi le cas de l'accréditation de l'ANBA, qui est britannique. ACSB, c'est l'organisme américain qui délivre ces accréditations, qui sont très difficiles à avoir. Et en France, le Master Data Protection Management est accrédité en tant que master par la conférence des grandes écoles. Le Master Data Protection Management, c'est aussi une formation sélective. Alors cette sélection, elle s'effectue principalement sur dossier, donc il faut nous envoyer un CV, il faut bien sûr rédiger une lettre de motivation. L'évaluation est effectuée par des jurys, il y a un jury d'admissibilité puis un jury d'admission. Le Master Data Protection Management, c'est une formation diplômante. Hein. Le diplôme, c'est le master spécialisé, mais le master confère aussi un titre de RNCP, donc du répertoire national de certification professionnelle de plus haut niveau, niveau 7, en management d'innovation. Le master est une formation de 420 heures de cours qui sont étalées sur 11 semaines de cours, sauf au mois d'août. Il est organisé en 2 semestres, donc l'année démarre en février, donc la prochaine session, ça sera en février 2022, et se terminera donc en février 2023. Les étudiants doivent valider tous les modules du programme, ils doivent en plus rédiger et soutenir une thèse professionnelle. À qui s'adresse ce master? Le master est ouvert à un large public dès lors qu'il y a une motivation avérée pour l'exercice des métiers du management de la protection des données, par exemple le métier de DPO. Le master s'adresse en particulier aux professionnels suivants, donc là je cite quelques exemples sans être exhaustif, juristes, ingénieurs, mais aussi les contrôleurs de gestion, les personnes qui exercent des métiers déjà dans le domaine de la conformité, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, voilà les métiers qui peuvent venir dans notre programme. Le Master Data Protection Management est aussi accessible à des étudiants qui ont le grade master de toute provenance disciplinaire. Si on n'a pas un master, donc un bac plus 5, il est possible de postuler aussi dès lors qu'on a un niveau bac plus 3 ou 4, mais il faut, dans ce cas, disposer d'une expérience de 3 ans dans le monde professionnel. Quelles sont les compétences obtenues à l'issue de la formation? Alors, ces compétences sont principalement, comme vous le voyez sur la diapositive, de superviser dès leur conception les différents programmes de traitement, incluant des données personnelles, bien entendu, de mettre en œuvre des programmes de conformité au droit des données. On apprend aussi dans le master à négocier avec différentes parties prenantes, le responsable de traitement, les sous-traitants, les directions informatiques. On apprend aussi à gérer les crises, notamment s'il y a une violation, une fuite de données personnelles. Et on apprend aussi à coordonner un réseau de DPO. Là, c'est le cas des grandes organisations. Je vais maintenant vous parler du contenu de cette formation. Alors, le contenu de la formation, donc, le Master Data Protection Management est un programme du haut niveau, le plus complet possible. Et c'est un programme qui profite de son appartenance à un grand institut technologique, puisque l'Institut Mines-Télécom Business School fait partie de l'Institut Mines-Télécom, qui est un établissement d'enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Le premier semestre du master traite de l'environnement des métiers de la protection des données. Il commence en février, il se termine en juillet, et il comprend des cours fondamentaux. Ceux que vous voyez à l'écran sont des cours fondamentaux parce qu'ils vont permettre d'acquérir des bases de connaissances indispensables pour suivre la deuxième partie du programme et exercer, par exemple, le métier de DPO. Alors, quels sont ces cours? Droit des données personnelles
mais également des autres données, le management des organisations, la gestion de projet, là c'est un cours en ligne qui est proposé, la cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité du numérique, des systèmes d'information, et d'autres cours comme l'économie, la pratique de la négociation et l'éthique de la vie privée. Voilà, j'entre pas dans le détail de ces modules, mais encore une fois, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, comme Jean-Robert Omari pourrait le faire aussi. Alors, le deuxième semestre du programme, diapositive suivante, merci. Deuxième semestre du programme, donc de septembre à fin janvier, est vraiment centré sur le métier de délégué à la protection des données. C'est au cours de ce semestre que les étudiants vont acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de cette profession. Les cours enseignés sont principalement le management relationnel, on va étudier comment on gère la relation avec l'autorité de contrôle, la CNIL, notamment en cas de contrôle, comment on gère la relation avec une direction générale, un responsable de traitement, avec des directions de services informatiques. On va apprendre, et ça fait passer le cœur du métier du DPO, la méthodologie, les méthodologies que le DPO emploie, comment on tient un registre de traitement, comment on mène une analyse d'impact relative à la vie privée, comment on peut mettre en conformité des contrats avec les exigences du RGPD, la loi informatique et liberté. Donc c'est le cours de technique contractuelle. On aborde aussi les spécificités de certains secteurs, secteur du numérique, secteur de la finance, secteur public. Et je précise parce que c'est important que les cours qui sont dispensés principalement dans ce deuxième semestre le sont par des experts praticiens chevronnés, alors des délégués à la protection des données, mais pas que, il y a aussi des avocats et il y a aussi des membres de la Commission nationale informatique et liberté. Le programme du master s'inscrit dans un contexte d'économie globalisée. C'est la raison pour laquelle il nous a paru important de faire suivre aux étudiants une conférence internationale. Cette conférence, c'est la Computer Privacy and Data Protection, la CPDP, comme on dit dans notre jargon. Cette conférence qui est entièrement en anglais se déroule chaque année à Bruxelles à la fin du mois de janvier. Elle regroupe de 1000 à 2000 participants qui viennent du monde entier et traite un thème d'actualité. Donc l'année dernière, c'était le renforcement des droits à l'époque de la crise sanitaire, et en 2020, c'était par exemple le thème de l'intelligence artificielle et de la protection des données. Alors, outre le fait d'accroître ou de consolider leur savoir, les étudiants vont, grâce à la participation à la conférence, pouvoir nouer des contacts, des relations avec des experts qui viennent du monde entier. Ça, c'est vraiment un intérêt majeur. Le deuxième semestre du master comprend aussi un dispositif d'enseignement original que nous avons intitulé la clinique du délégué à la protection des données. Quelles sont les finalités de ce module? Elles sont d'une part de permettre aux étudiants d'assimiler le programme du master en le pratiquant à partir de véritables cas posés par les organisations qui viennent rencontrer les étudiants. La clinique s'adresse principalement, mais pas uniquement, à des startups plutôt technologiques. La clinique a aussi pour but de permettre aux organisations qui viennent rencontrer les étudiants de se mettre en conformité aux droits des données, en tout cas d'avoir un éclairage sur leur situation. Diapositive suivante, merci. Pour finir, quelques précisions. Le master Data Protection Management, donc c'est un master, vous avez bien compris, je pense maintenant, où on va apprendre des matières fondamentales, du droit des données en particulier, de la cybersécurité, mais aussi d'autres sujets importants, l'économie, la gestion, le management. Autre point fondamental qui singularise le Master Data Protection Management d'Institut Minté comme Business School, l'équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique, elle est composée de praticiens, j'en ai parlé il y a quelques minutes, avocats, DPO, consultants, mais aussi d'enseignants-chercheurs d'Institut Minté comme Business School et de l'école qui partage le campus d'Institut Minté comme à Évry, Télécom Sud Paris, donc qui sont aussi, c'est un dénominateur commun, tous et toutes des spécialistes du numérique et ou de la protection des données. Enfin, le master ouvre des opportunités, le fait de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Institut Mintélécom, le fait de pouvoir assister à des événements organisés par la chaire Valeurs et politique des informations personnelles de l'Institut Mintélécom, le fait aussi d'accéder à un réseau d'anciens, d'alumni de grandes écoles,
site unité comme Business School, par exemple. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation du Master Data Protection Management. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Robert qui va, je l'espère, et j'en suis même certain, vous expliquer pourquoi il a souhaité suivre ce master, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, et puis finalement, qu'est-ce qu'il a retiré de cette formation. Jean-Robert, merci. Merci Xavier. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous parler de ce master à partir d'une expérience tout à fait personnelle. Je vais vous dire en gros à peu près quel est mon parcours. J'ai fait une longue carrière dans l'administration puisque j'étais haut fonctionnaire jusqu'en 2017. Et en 2017, j'ai dû faire valoir mes droits à la retraite, sachant que j'avais occupé des fonctions de préfet notamment. Et que dans les 6 derniers mois, après avoir fait un parcours soit en préfecture, soit en cabinet ministériel, dans les 6 derniers mois, le ministre de l'Intérieur de l'époque m'avait demandé de mettre en place au ministère de l'Intérieur le RGPD. Et donc, comme on est dans l'administration, il a fallu faire un rapport et ce rapport précédé de 6 mois de travaux et d'enquête. Et donc j'ai découvert, je dois l'avouer, en tant que initiateur de ce rapport, la protection des données et le RGPD. J'avais croisé la protection des données en tant que utilisateur. En gros, quand vous êtes dans des fonctions de direction et que vous avez des sujets touchant la loi informatique et liberté, ben vous montez un dossier. Et ce dossier, ensuite, vous le faites passer devant la CNIL quand, dans l'ancien régime, nous étions dans les régimes de l'autorisation. Et donc, j'avais toujours vu la CNIL et la protection des données comme quelque chose qui, un peu comme un poil à gratter. Et donc, lorsque j'ai eu à me pencher sur la protection des données pour réfléchir sur la gouvernance à mettre en place au ministère de l'Intérieur, j'ai découvert d'abord que c'était un sujet de pouvoir. C'était une des raisons pour lesquelles on m'avait nommé dans le cadre de ce rapport que je devais présenter. Et en même temps, j'ai découvert que c'était au-delà du sujet de pouvoir, un sujet de gouvernance et un sujet de savoir. Et donc, à l'issue, quand j'ai rendu mon rapport et que je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire, parce que j'avais l'intention de continuer malgré ma retraite, j'avais pensé me mettre installer comme consultant, et j'ai trouvé que le sujet protection des données était un plus en tant que consultant, parce que bien évidemment le marché des consultants est abondamment fourni, mais j'avais besoin de quelque chose qui me permette de me différencier par rapport à d'autres consultants ayant mon profil. Et donc j'ai eu à connaître de ce master dans le cadre de l'Assemblée générale de l'AFCPD, qui est l'organisme qui rassemble les délégués à la protection des données. Et donc j'ai croisé Xavier Strudel à l'époque, qui m'avait indiqué qu'il y aurait un master qui allait se constituer. Alors j'ai voulu faire ce master parce que j'estimais que certes 6 mois pour travailler sur le RGPD c'était bien, mais que j'avais besoin, si je voulais intéresser mes clients, d'avoir des connaissances solides. Xavier vous a montré le panel des enseignements, et je dois dire que pendant ces 11 mois, je n'ai pas regretté à un seul instant le choix que j'ai fait, et je ne le regrette toujours pas, bien évidemment. Parce qu'effectivement, vous avez à la fois de la matière juridique, vous avez effectivement des enseignements techniques. J'étais pas du tout informaticien, j'étais même plutôt arrangé dans la catégorie des
des directeurs qui trouvaient que l'informatique était un peu embêtante et que c'était l'affaire des techniciens et donc par conséquent qu'on avait autre chose à faire. Voilà, il fallait que l'intendant suive, mais c'était pas le problème du préfet que j'étais. Donc il a fallu apprendre hein, et écouter parce qu'effectivement on ne peut parler que de choses qu'on connaît bien ou en tous les cas qu'on appréhende. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce master, je pense qu'on évoquera à un moment la thèse professionnelle, donc je mets le sujet de côté. Mais j'ai apprécié particulièrement deux cours, le cours sur l'économie de la donnée et le cours sur l'éthique. Et c'est vraiment le cours sur l'éthique qui a révélé, je dirais, ma vocation en matière de délégué à la protection des données, parce que j'estime que les DPO ne sont pas que des techniciens, mais ils doivent avoir une vision, et cette vision, elle doit être la plus large possible, parce que quand vous êtes délégué à la protection des données, il faut aussi convaincre. Il suffit pas juste de venir avec ses 88 articles et expliquer que c'est comme ça et pas autrement, parce qu'en général, vous avez en face de vous des gens qui vous voient plus comme comme un problème plus qu'une solution dans un premier temps, parce que bien évidemment, tout le monde vous explique qu'il a beaucoup de travail et que par conséquent, qu'est-ce que c'est encore que cette réglementation? Et aborder la protection des données en élevant les réflexions, y compris parce que vous allez être en contact avec une direction, quel que soit le niveau de la gouvernance ou le niveau de la direction à qui vous vous adresserez dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise où vous allez vous trouver, vous avez en face de vous des dirigeants qui vont dans un premier temps regarder la matière comme une matière technique et pas forcément la regarder comme un enjeu de valorisation au sein de la structure dont ils assurent la direction. Donc cette connaissance et cette conviction pour moi sont importantes. On a souvent l'habitude de dire qu'un délégué à la protection des données c'est un diplomate, certes, mais au-delà de la diplomatie, parce que bien évidemment vous n'êtes pas monsieur je sais tout ou madame je sais tout, vous êtes là pour aider. Vous avez besoin aussi vous-même de croire à la matière que vous portez, au métier que vous portez. C'est pas facile d'emblée, hein, je vous le dis très directement, mais je crois que Xavier disait qu'on ne devient pas des PO en 35 heures. Je confirme. C'est un long processus de maturation et le master tel qu'il est conçu aujourd'hui vous fait monter en puissance dans cette maturation. Parce que bien évidemment, dans un premier temps, vous commencez à ingurgiter un certain nombre de notions, mais vous avez la chance d'avoir un corps professoral compétent, bien sûr, mais professionnel et qui vous fait partager tout au long de la formation son expérience, son vécu. Et le master tel qu'il est conçu, c'est-à-dire une semaine tous les mois, au bout d'un moment, cette semaine, c'est un moment de respiration dans votre propre progression et dans votre propre réflexion. D'abord parce que vous avez des enseignements et en même temps parce que vous avez aussi le groupe, parce que bien évidemment vous n'êtes pas tout seul. Et petit à petit, vous pensez protection des données et vous échangez avec vos collègues de formation. Et croyez-moi, c'est moi un des points qui m'a le plus plu dans cette formation, sachant que j'étais un peu le canard à trois pattes, puisque étant à la retraite, donc j'avais plus de 65 ans, et donc quelque part, c'était pas forcément évident ni pour mes petits camarades, ni pour moi d'intégrer à nouveau, de retourner dans un cycle de formation aussi prestigieux fut-il. Voilà, donc en gros, moi, les impressions que j'ai retenues de cette formation et les enseignements que j'en ai tirés, bien évidemment, vous avez et vous aurez l'occasion dans ce master de non seulement de faire partie d'un master prestigieux, puisque Xavier a dit tout à l'heure que la conférence des écoles
avait validé la formation, et donc qui connaît un peu le monde universitaire, c'est que c'est un comment dire, c'est un plus. Je veux dire, ça n'est pas une formation au rabais, loin s'en faut. C'est une formation qui se fait dans le cadre d'une grande école d'ingénieurs, et et bien évidemment, quand vous aurez l'occasion, si vous choisissez ce métier de DPO, qui fera référence par rapport enfin, en tous les cas, aux éléments de CV qu'on vous demandera. Votre formation sera très importante, et je crois qu'aujourd'hui sur le marché, c'est, me semble-t-il, une des formations d'abord, qui a été une des premières à démarrer, mais qui, parce qu'elle a été une des premières à démarrer, à peaufiner et à améliorer, je dirais, les attentes des étudiants. Voilà en gros ce que je peux dire. Je veux pas être trop long, puisque Marie, qui est l'avenir par rapport à moi, qui suis un passé actif, mais en tous les cas qui suis plus dans une démarche plus personnelle. Donc je propose que peut-être Marie enchaîne, et en passant la parole à Xavier. Merci beaucoup Jean-Robert. Et comme vous le savez, le passé éclaire l'avenir, hein, donc Oui, pour oui, bien reprendre sûr. Ouais. votre juste image, il faut jamais négliger le passé si on veut avoir de l'avenir. Absolument. Merci pour vos Il faut mots. même s'y appuyer. Il faut même s'y appuyer. Donc merci pour vos mots, pour votre hauteur de vue, donc que tout le monde qui vous connaît apprécie. Euh, alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie, donc qui va compléter ce que j'ai pu dire très rapidement sur son parcours. Et puis, bon, Marie, si vous voulez bien nous faire part aussi de votre expérience pour avoir suivi le master. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Marie-Delhomme Carpentras. Donc j'occupe actuellement le poste de juriste en protection des données au sein du groupe M6. Et donc moi j'ai un parcours juridique. Donc j'ai fait des études de droit. J'ai fait effectué un master à Assas en propriété industrielle. Et donc j'ai suivi avec grande attention le cours de Monsieur Xavier Strubel en droit de l'informatique. Et c'est dans le cadre de ces cours que j'ai découvert le master spécialisé Data Protection Management par Monsieur Xavier Strubel, du coup, qui nous avait présenté ce master. Et donc, moi, ça m'a tout de suite. Enfin, déjà, j'ai beaucoup apprécié en fait les cours de droit de l'informatique. J'étais sensibilisée vraiment aux enjeux du numérique et de la protection des données, notamment par l'affaire Cambridge Analytica. Donc, c'était quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et c'était déjà des sujets qui me parlaient, et j'ai eu tout de suite envie en fait d'intégrer ce master, comme Monsieur Xavier Strubel nous l'a présenté dans le cadre de ses cours, parce que j'étais vraiment attirée par le métier de DPO. Pour moi, c'était un poste à la fois transversal et très stratégique. Et puis, c'était aussi l'occasion pour moi de sortir un petit peu du droit pur. Parce que, étant juriste, ce métier-là permettait en fait de sortir un petit peu du droit pour toucher d'autres compétences comme la sécurité, l'informatique, gestion de projet. Donc, et j'ai pas été déçue, parce que c'est vrai que quand on voit le programme du master, c'est très riche. Ça permet vraiment d'avoir une bonne culture autour de la donnée, et vraiment, ça m'a vraiment permis d'appréhender plein d'autres matières que je ne connaissais pas, et donc c'était très 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 enrichissant. Donc moi, c'était une année assez particulière, parce que c'était pendant le Covid, donc 2021. J'ai effectué mon alternance moi chez TF1. Donc le rythme, donc les 2 premières semaines de master, c'était super. C'était juste avant le Covid d'ailleurs, et donc on s'était tous retrouvés dans le 15e arrondissement, dans les locaux, dans des nouveaux locaux. Et donc c'était en fait, j'ai énormément ce qui m'a surpris en fait, enfin ce que j'ai énormément apprécié, c'était la diversité des profils des autres participants.
Donc, on était quelques juristes, mais beaucoup de profils techniques, en cybersécurité, en informatique, d'autres qui étaient en reconversion, qui étaient de parcours en lien avec, par exemple, les organisations internationales, une ancienne DPO, et enfin plein de profils. Et c'était vraiment, les discussions étaient vraiment très riches. On avait beaucoup de retours d'expérience dans nos échanges. Et donc du coup, c'était assez frustrant quand du coup le Covid est arrivé parce que du coup tout s'est fait à distance. Donc on a eu 3 semaines en présentiel. Mais je tiens vraiment à saluer toute l'adaptation qu'a fait preuve les Mines Télécom pour assurer des cours vraiment de grande qualité et avec des intervenants vraiment prestigieux. Enfin, c'était vraiment une super année. Justement je tiens tout ce qui est en lien du coup en lien avec le programme. En tout cas, ce qui est vrai que le premier semestre, c'était assez tourné vers des matières comme le management, l'économie, la sécurité de l'information et tout ce qui est éthique. Et c'était vraiment très très enrichissant parce que ça permettait vraiment d'avoir une culture. Et donc on était vraiment au cœur de ce qui constitue en fait un petit peu notre ADN de la protection des données. Et ça donne vraiment le goût en fait de la passion pour la protection des données. En tout cas moi, ça m'a vraiment passionnée directement. Et le deuxième semestre qui était super aussi, c'était de pouvoir avoir vraiment des outils pratiques, méthodologiques, qui aident vraiment dans la pratique du métier de DPO. Et c'était vraiment des outils qui aidaient dans le cadre de l'alternance, mais aussi là pour les fonctions que j'occupe aussi actuellement. Donc c'est vraiment des outils qui restent. Et donc ça, c'est pour la pratique après professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je tiens aussi à, à souligner aussi que la thèse professionnelle, c'est vraiment moi quelque chose qui m'a énormément apporté, parce que ça apporte vraiment une expertise sur un sujet. En tout cas, moi, c'était en lien avec les cookies. Et donc, comme je suis restée je suis restée dans le secteur des médias, c'était vraiment quelque chose qui m'a apporté dans ma pratique professionnelle. Et la clinique du DPO aussi, par rapport au fait qu'on a vraiment un œil pratique sur des cas concrets. Et donc, je ne peux que recommander ce master qui aujourd'hui, dans mon métier de juriste en protection des données, et m'a vraiment énormément apporté. Merci Marie, je ne sais pas si vous avez terminé. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, j'ai retenu quelques expressions importantes, hein, en plus de ce que nous a dit Jean-Robert tout à l'heure. Culture de la protection des données, c'est important si on veut que cela se diffuse dans le métier que l'on exerce. Et puis ADN aussi, donc ça rejoint la culture de la protection des données. Alors, je propose encore, merci Jean-Robert et merci Marie pour vos témoignages. Donc je propose de prendre des questions, donc j'espère qu'il y en a. Oui, alors le secteur du luxe, c'est une question qui est arrivée pendant le déroulement du webinaire. Le secteur du luxe sera-t-il abordé parmi les spécificités sectorielles? Alors, il faudrait aborder tous les secteurs qui ont chacun, on peut l'imaginer, des spécificités. Et le secteur du luxe n'est pas, pour être tout à fait transparent, directement un secteur qui est abordé. On aborde le secteur des jeux vidéo, par exemple. On aborde le secteur plus généralement du numérique, les secteurs de la banque, de la finance, le secteur public, mais pas celui du luxe. Mais c'est une suggestion, donc on pourrait penser à inviter un délégué ou une déléguée à la protection des données qui travaille dans ce secteur, puisqu'en fait, dans ce module intervient pour l'essentiel des délégués à la protection des données qui travaillent dans ces différents secteurs.
Autre question. Bonsoir. Les éléments techniques de formation nous permettent-ils d'échanger avec un DSI d'égal à égal? Ouh. Alors là, non, là aussi, je me permets de répondre et puis je laisserai Jean-Robert et Marie compléter puisque ils ont suivi la formation et donc ils ont quelque chose à nous dire. Non, le but il y a un module qui est au premier semestre du master, qui est un module essentiellement pour mettre à niveau des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances solides en informatique ou dans les systèmes d'information ou en sécurité des données. Mais de traiter d'égal à égal avec un ingénieur qui a un parcours de 5 ans d'études supérieures, non, ça c'est pas possible. Donc vraiment le but c'est de pouvoir comprendre le discours des ingénieurs ou des personnes qui vont vous parler des traitements qu'ils ont conçus et mis en œuvre. Je ne sais pas si Jean-Robert et Marie veulent peut-être compléter sur cette question. Bah, moi, je dirais qu'un DSI ne traite pas d'égal à égal avec un DPO parce que c'est une matière, la protection des données, c'est une matière qui ne maîtrise pas. Je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, Marie peut-être complétera, mais moi personnellement, quand j'ai fait mon stage chez RTE, mon stage d'entreprise chez RTE, parce qu'il a fallu que je trouve aussi une entreprise qui veuille bien accepter, dans le réseau de transport d'électricité. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec le DPO, avec le DSI, enfin de la boîte. Et franchement, je pense que le dialogue est suffisamment. Et je dis ça par rapport à. Dans le cas de mon rapport, j'avais vu d'autres DPO qui travaillaient dans le secteur de l'armement, notamment chez Thales, etc. Et aucun DPO m'a expliqué que il n'était pas au niveau de compréhension et de discussion, enfin, au niveau pour discuter avec un DSI, à partir du moment où, bien sûr, le DSI est de bonne volonté et veut bien rentrer dans la logique de la protection des données, ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qui est complètement acquis, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la protection des données n'est pas un ovni. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement intégré par toutes les équipes, y compris les équipes techniques. Merci Jean-Robert. Marie, et pour vous, comment ça se Oui, passe avec le dialogue avec les directions informatiques, par c'est exemple? important. En fait, oui, je suis d'accord avec le fait que c'est pas une relation d'égal à égal. C'est vraiment eux qui gèrent la sécurité. Mais c'est important d'avoir des bonnes relations, une bonne coopération et une bonne compréhension des enjeux en matière de protection des données. Mais souvent, voilà, c'est vraiment une collaboration qui est hyper importante et mais voilà, il y a de la pédagogie réciproque, mais il n'y a pas d'égalité en termes de, de niveau. Oui, alors, non seulement il n'y a pas d'égalité, mais je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable de l'avoir, cette Bah oui. égalité, puisque Mm. c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre le discours ou les discours des équipes techniques. Il faut savoir que dans le cours qui est dispensé dans le master, on apprend la programmation. Parce que on se dit que si on fait un petit bout de programme, si on apprend à coder, alors certains crient quelque part en disant mais c'est oh là là, on n'a pas envie de coder, etc. Mais enfin, apprendre à coder, ça permet de comprendre la notion d'algorithme, par exemple. Mm. Comment on rédige un programme. Donc, mais on peut pas considérer qu'on a un niveau d'égal à égal pour répondre à la question qui a été posée. Mais il faut quand même avoir une appétence technique quand même. C'est quand même des sujets où Oui. il faut s'intéresser vraiment aux bases de données, Bien sûr. à tout ce qui. Donc c'est quand même avoir vraiment une appétence technique, sans être Exactement. un DSI Oui, en bien sûr. herbe. Mais Bien sûr. Alors, on va peut-être prendre une autre question. Bon, alors, merci pour l'observation initiale. Alors, la question, c'est quel est le taux approximatif des étudiants entre du travail à la sortie du master? Par ailleurs, quel est l'intérêt concret de la clinique du DPO à l'entrée du marché de l'emploi? Donc, deux questions dans une. On va commencer par la première. Je vais livrer ma réponse et puis je laisserai évidemment Marie et Jean-Robert compléter s'ils le souhaitent. Est-ce qu'on peut réafficher la question?
Alors, là, on en est à la 4e promotion. On est en train de recruter la 5e promotion du master. On constate à quelques exceptions près, alors soit quelques exceptions parce que des personnes ont souhaité continuer un parcours de formation, hein, c'est le cas de certains étudiants des promotions antérieures, mais en général, l'employabilité, puisque c'est ça qui est en jeu ici, est très bonne, voire excellente. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fini le parcours, même ceux qui n'ont pas fini, parce que ça peut arriver aussi malheureusement, hein, trouvent un emploi et un emploi dans les secteurs, dans les métiers de la protection des données. Bon, Marie est juriste, bon, Jean-Robert, lui, est consultant, mais on a pas mal de DPO qui sont aujourd'hui désignés à la CNIL ou des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises comme Microsoft, M6, hein, ou d'autres sociétés qui sont des cabinets de consultants aussi. Donc une très bonne employabilité à la sortie du master. Alors la deuxième question, l'intérêt concret de la clinique à l'entrée du marché de l'emploi. Marie en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça permet de se roder par rapport à des organisations concrètes, hein, qui viennent rendre visite aux étudiants et les étudiants peuvent délivrer leur savoir en face de professionnels qui, pour certains d'entre eux, n'ont même pas idée, Jean-Robert en parlait tout à l'heure, de ce qu'est le RGPD. C'était le cas il y a 2 jours, on a reçu une entreprise de 20 salariés, ils n'ont rien commencé en matière de conformité au RGPD. Parce qu'en fait, c'est normal, hein, c'est légitime pour une entreprise, ils sont soucieux de leur chiffre d'affaires. C'est quelquefois une question de survie pour une entreprise. Et donc, le retour d'expérience que j'ai eu de la personne qui est venue il y a 2 jours, c'est de dire merci à la clinique parce que ça nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut absolument qu'on ouvre le chantier de la mise en conformité au RGPD. Donc, c'était un révélateur pour cette entreprise-là. Marie ou Jean-Robert, est-ce que vous voulez compléter? Sur la clinique, on a vu du côté des comment dire, des donneurs d'ordre, en tous les cas des entreprises qui viennent à la clinique. Mais c'est très intéressant pour nous dans notre parcours de formation, parce que ça nous donne l'occasion de sortir des exemples, je dirais un peu éthérés, même s'ils sont très bien faits. Hein, c'est pas une critique des exemples théoriques, mais là on est vraiment en prise avec et je le vois moi dans mon métier de consultant, avec des entreprises ou des petites entreprises ou des petites structures qui n'ont absolument pas conscience de tout ce qui tourne autour de la protection des données. C'est vrai que c'est plus facile de s'adresser à une grande entreprise parce qu'effectivement, les grandes entreprises en général ont pris en compte la question de la protection des données, mais il y a combien d'EHPAD, combien d'associations, combien de petites structures qui manient de la donnée sensible parfois sans le savoir et qui ne sont pas rentrées dans les donc et la clinique du DPO permet justement de rencontrer ce public et justement comment dire de peaufiner le langage, les arguments pour pouvoir faire adhérer. Outre le fait que c'est gratuit, mais dans la vie, tout n'est pas gratuit, puisque c'est une consultation qui est faite, enfin, c'est gagnant-gagnant entre les entreprises qui viennent et puis les étudiants du master. Mais ça aussi c'est un élément important, hein, puisque la donnée c'est une valeur économique et donc rien n'est gratuit. Mais donc du coup tout ça pour dire que effectivement cette clinique du DPO c'est une trouvaille, je le dis. En plus que c'est Xavier qui l'a mis au point et je trouve que c'est un des atouts avec la thèse notamment, on n'en a pas parlé complètement, mais qui moi me paraissent importants et qui commencent à nous mettre le pied à l'étrier par rapport à des situations de professionnels où on prise avec la réalité. Merci Jean-Robert. Marie, est-ce que vous voulez compléter? Oui. Nous, cette année-là, on s'est vraiment emparé de la clinique du DPO. C'était vraiment avec ma promo, on a vraiment, c'était un des cours qu'on a préféré parce que on était de plus en plus à l'aise et justement, je pense que c'est ce qui permettait vraiment d'apprendre à convaincre parce qu'on était face à un public complètement
parfois vraiment hostiles au RGPD. Et donc, il fallait arriver à faire preuve de pédagogie, à expliquer toutes les étapes une par une de la mise en conformité, qu'est-ce que le RGPD, et vraiment être pertinent, droit au but pour répondre vraiment aux questions de nos interlocuteurs. Donc c'était vraiment un exercice qui était hyper intéressant et vraiment pratique, donc qui aide après pour tout ce qui est dans notre quotidien professionnel, quoi. Donc c'est vraiment c'est une des matières que j'ai préférées, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper enrichissant et pratique. Merci Marie. Alors on a le temps pour une question supplémentaire. Alors cette formation se fera-t-elle en présentiel ou en distanciel? Alors aujourd'hui, nous sommes dépendants, vous l'imaginez, de la situation sanitaire. Elle est pas trop mauvaise actuellement, et depuis, ce que je peux dire, c'est que depuis plusieurs mois, la formation a repris en présentiel, évidemment dans des conditions sanitaires sûres, avec l'obligation de porter le masque. Je peux vous assurer que pour faire cours dans le master, garder le masque, ce n'est pas évident, mais on s'y emploie. Voilà, que les cours on reprend en présentiel. On évite au maximum le distanciel pour garder la proximité entre les enseignants et les participants, les étudiants. Ah ben voilà, Jean-Robert, je ne sais pas si vous avez posé la question, mais en tout cas, il y a une question sur la thèse professionnelle et elle est le bienvenue, cette question. Alors, juste quelques mots très rapides et je laisse Jean-Robert et Marie compléter. Effectivement, la thèse professionnelle, pour un master spécialisé, alors ce n'est pas une innovation du Master Data Protection Management. La thèse professionnelle est exigée pour tous les masters spécialisés qui sont accrédités par la conférence des grandes écoles, la CGE. Cette thèse professionnelle, elle est très importante pour l'obtention du diplôme, puisqu'elle compte grosso modo pour, allez, on va dire 30% de la notation globale. Et cette thèse professionnelle, dans un master spécialisé, elle est singulière dans la mesure où elle doit concilier à la fois un sujet original, un sujet qui intéresse, par exemple pour nous les DPO, et un sujet qui mixte un apport réflexif, donc qu'on pourrait, j'aime pas trop le mot théorique, et en même temps se projeter dans la pratique professionnelle. Voilà, donc il faut arriver à concilier les deux impératifs, et je laisse Jean-Robert et Marie nous dire un petit peu ce qu'il en a été pour leur thèse professionnelle. Pour la thèse, comme vous l'avez dit Xavier, c'est un élément important de la formation, de ce master. Je ne dirais pas que c'est obsessionnel tout au long du master, mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure de maturation au fur et à mesure des enseignements. Je pense que la thèse, la préparation de enfin le choix du sujet, la revue de littérature qu'il faut faire, l'organisation de notre propre réflexion, la définition du sujet, tout ça sont des éléments qui contribuent à la maturation de notre approche en matière de protection des données. Moi, j'avais fait avec après beaucoup d'hésitation, parce que bien évidemment, on a tous l'occasion aussi d'emprunter pas forcément toujours la bonne piste ou le bon sujet. Et finalement, j'avais terminé sur un sujet parce que à un moment où on parlait beaucoup d'algorithmes, et moi j'avais fait ma thèse sur algorithmes et protection de la vie privée, vaste sujet. Mais justement, j'avais besoin moi d'avancer sur. La thèse a répondu aussi à mes interrogations, c'est-à-dire que peut faire le RGPD vis-à-vis des algorithmes, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, comment je vais aborder avec le RGPD, je vais aborder ces nouveaux pans du numérique. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il faut s'y prendre assez tôt. Il faut beaucoup lire, de mon point de vue en tous les cas. Beaucoup écrémer aussi. Et puis, il faut s'y mettre. C'est une petite torture au départ, mais c'est comme un tour de chauffe. Il faut, quand on a écrit l'introduction et qu'on a le plan et à peu près la conclusion, il faut se jeter à l'eau et
et y aller, et écrire, et on en sort très bien, et tout le monde survit, et ça se passe d'autant mieux qu'on a quand même un corps enseignant qui est et des tuteurs de thèse qui sont là très proches et qui nous aident bien aussi. Voilà. Mais c'est du boulot. C'est sûr, c'est sûr. C'est Merci normal, hein, Jean-Robert. puisque c'est Marie, alors? publié. Oui, exact. Et Marie, alors, est-ce que ça a été une souffrance ou pas cette thèse? Hem, alors, c'est vrai que c'était quand même une charge de travail supplémentaire, mais c'était vraiment, comment dire? Avec du recul, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté. Moi, j'avais choisi, alors c'était, j'ai pas eu trop de mal à choisir parce que c'était, ça peut, en tout cas, c'est pas forcément, obligatoire, mais choisir un sujet qui se rapproche un peu des thématiques, qu'on voit en alternance, et donc, les cookies, moi, c'était une thématique, qui était très très présente, dans le secteur des médias, et donc pour le choix du sujet, ça allait. Mais après, c'était, en tout cas, une année, vraiment, hyper dense en la matière, donc, enfin, en matière de cookies. Et du coup, c'était, il y avait tout le temps des informations. Enfin, c'était très très, il y avait beaucoup beaucoup de lectures, beaucoup d'informations, et c'était, vraiment, hyper intéressant. Et après, voilà, faut se jeter dedans. C'est vrai que après, faut écrire, l'introduction, etc. Mais ce qui est super, en tout cas, c'est, voilà, la qualité de l'encadrement. En tout cas, c'est ce qui est agréable, c'est qu'on est vraiment jalonné. En tout cas, Monsieur Xavier Strubel, à chaque fois, nous donnait des deadlines, etc. Donc c'est vrai que ça nous a aidé quand même pour vraiment, jalonner, et pouvoir, s'organiser bien à l'avance, et puis poser plein de questions pour, sur le plan, etc. Et je trouve que ça donne vraiment, une expertise après sur un sujet. Et après, c'est des connaissances qui sont vraiment très utiles, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui apporte beaucoup. Je confirme. Et je ne désespère pas que Marie publie sa thèse professionnelle, hein, puisque j'avais invité Marie à contacter quelques éditeurs. Donc, bon, on en rediscutera, Marie, effectivement. Euh, je pense que l'encre n'est pas encore séchée sur le sujet de votre thèse professionnelle. Alors, il y a une autre question est arrivée. Est-il possible de commencer plus tôt la formation, notamment en entreprise? Alors là, je vais me permettre de répondre à la question. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible. C'est-à-dire que la formation, le master démarre en février, donc la prochaine session, je l'ai dit, c'est février 2022. Il n'est pas possible, me semble-t-il, de démarrer plus tôt, mais je vous invite, en tout cas, si vous le souhaitez, à vous rapprocher de l'équipe d'admission d'Institut Militecom Business School pour qu'ils vous confirment ou ils infirment ma réponse, mais je pense que c'est bien la réponse qu'il faut faire. Voilà. Alors, ça va être probablement la dernière question pour rester dans le temps qui nous est imparti. Le métier de DPO permet-il des opportunités à l'international? Oui, 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 oui. Là aussi, je laisserai Marie ou Jean-Robert compléter. Mais je vais donner ma réponse à la question. Oui, le métier de DPO permet des ouvertures à l'international. Bon, alors l'international peut comprendre l'Union européenne, puisque le RGPD est un texte qui s'applique dans l'Europe, l'Union européenne, donc 25 pays membres. Donc, pour exercer ce métier sous réserve linguistique, évidemment, nécessaire pour travailler dans tel ou tel pays, mais on peut exercer le métier de DPO en Italie, en Allemagne, en Pologne ou dans tous les pays membres de l'Union européenne. On a même un étudiant, et Jean-Robert c'est de qui je parle, qui est parti juste après le master, parti travailler d'une part en Nouvelle-Zélande et puis dans la foulée en Australie. Bon, alors, c'est un cas qui s'est pas répété puisque la plupart des personnes qui ont suivi le master travaillent pour l'essentiel en France, mais le master donne les clés pour pouvoir travailler à l'international. Il y a une conférence internationale, donc on peut prendre des contacts avec des personnes qui peuvent, on ne sait jamais, proposer des opportunités d'emploi. Voilà.
Oh, encore une question. À quel salaire peut-on prétendre en tant que DPO? Alors la question des salaires, c'est un sujet un peu tabou d'une façon générale en France, hein. Il y a des chiffres qui ont circulé, donc entre-temps il y a eu la crise sanitaire, donc qui peut venir tempérer, disons, l'enthousiasme des premiers chiffres. En disant que la gamme des salaires peut varier. Bon, c'est toujours délicat de citer des chiffres, peut-être que Jean-Robert en a des plus précis que ceux que je vais donner, mais en gros, la fourchette, ça va aller de 38-40 000 euros jusqu'au... Il y a des DPO qui sont à 200, plus de 200 000 euros. Des DPO conformés dans des grands groupes. Alors, si on va à l'international, la fonction, notamment aux États-Unis, là, les salaires peuvent s'envoler. Alors, on ne parle pas de DPO, mais on a un équivalent dans les métiers de la protection de la vie privée, de la privacy aux États-Unis. Je sais pas si Jean-Robert. Ah, alors là, je vais peut-être laisser Jean-Robert ou Marie répondre à cette question. Quel est le réel pouvoir influence du DPO dans l'entreprise? Peut-être Marie, parce qu'elle est plus en Voilà. entreprise, Alors mais Marie, je répondrai, il n'y a pas de problème. merci. Donc Marie, vous voulez Alors, bien répondre à cette question? c'est un véritable enjeu parce que c'est selon les entreprises, en Mhm. tout cas, quand c'est des entreprises où il y a beaucoup de données, c'est vraiment un enjeu très stratégique. Et donc il y a vraiment en fait la protection des données qui rentre, on va dire en conciliation avec les enjeux économiques, surtout. Donc voilà, c'est vraiment c'est un arbitrage après. C'est une vraie conciliation entre tous les enjeux économiques, la protection des données et c'est aussi un atout marketing à mettre en avant. Enfin, c'est un équilibre à trouver. Et en tout cas, dans beaucoup de secteurs, c'est vraiment un gros sujet. Vous laissez Jean-Robert compléter peut-être la réponse. Oui, ben, c'est clair que si on fait ce métier, si on le choisit, il faut pas rester derrière, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut être connu et reconnu dans l'entreprise. Il faut pas être un censeur. Il faut être toujours vu comme un facilitateur. Et je dirais que le pouvoir n'est pas en fonction des galons que vous pouvez avoir sur votre uniforme, si vous me passez l'image. Mais si effectivement vous êtes un apporteur de solutions, si vous essayez de vous mettre à la portée des problèmes des gens qui viennent vous voir ou qui vous consultent ou qui vous associent, je pense notamment aux services marketing, communication, enfin tous ces services qui voient la protection des données comme un frein plus que comme un atout, même si on leur explique que ça valorise l'image de l'entreprise. Mais je veux dire, c'est que la personnalité, votre positionnement et c'est en ce sens où le master est aussi un plus, c'est qu'à la fois il vous explique que vous êtes un super DPO, mais en même temps, en gros, le message, c'est ne prenez pas quand même trop le melon. Si vous me passez cette expression, c'est soyez à l'écoute de vos interlocuteurs. Voilà. Mais après, c'est les relations normales dans une entreprise. Aujourd'hui, il est certain que si vous avez une gouvernance qui est euh, comment dire, qui est au fait de la protection des données, c'est un facilitateur. Mais même si votre gouvernance n'est pas forcément tous les jours sur le sujet de la protection des données, je crois que c'est vos relations de travail, comme n'importe quel salarié dans l'entreprise, qui font que vous êtes apprécié, pas apprécié, et que vous apportez pas de. Ce qui est clair, c'est que le RGPD, ça n'est pas un code entre guillemets, et vous n'êtes pas un juge, vous êtes un facilitateur. Vous avez le droit d'avoir une vision différente, vous avez le droit d'avoir un avis, vous avez le droit, même le devoir de conseiller, mais il faut jamais oublier que c'est le responsable de traitement qui définit les moyens, les finalités. Et donc, il faut savoir aussi, comment dire, ne pas avoir toujours raison dans la vie. Et parfois, on a des responsables de traitement qui vont pas forcément vous suivre, mais ça fait partie du jeu normal et de la fonction normale du DPO. Les choses sont claires et le RGPD est clair en la matière. Merci beaucoup, Jean-Robert. Je crois qu'il nous reste une dernière question.
Puis-je suivre cette formation en tant que consultant indépendant? Donc, on vous remercie pour vos témoignages, donc Marie et Jean-Robert. Oui, oui, bien sûr, il est possible de suivre cette formation comme indépendant, dès lors que, comme la formation est en alternance, donc le rythme c'est 3 semaines en organisation entreprise, collectivité publique par exemple, 1 semaine de cours dans les locaux de l'école à Paris, dès lors que en tant qu'indépendant, vous suivez dans votre propre entreprise la formation. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà. Eh bien, écoutez, on a un tout petit peu dépassé, puis il y a eu pas mal de questions, donc tant mieux. Donc, merci pour ceux qui ont posé, ceux et celles qui ont posé les questions. Merci beaucoup à Marie et à Jean-Robert de nous avoir livré leurs impressions. Donc, j'espère que ça a été profitable à ceux qui nous écoutent. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Si certaines interrogations sont restées sans réponse, nous vous invitons à continuer à prolonger la discussion et à vous rapprocher de l'équipe d'admission du master, Elisabeth et Vincent. Et peut-être bientôt, nous verrons dans le master Data Protection Management. Donc, je vous souhaite, ainsi qu'à Marie et Jean-Robert, une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir.